regard intérieur ô combien intense, Borges, qui était aveugle depuis longtemps, servait, essayait d'apercevoir le point où tout commence et où tout finit. Il tentait de s'approcher de la parole qui dit et la chose est, et qui dit et elle n'est plus. Dios sea con nosotros y bendiga a su hijo Jorge Luis Borges, el poeta. Amen. Je suis né 1899, non, pardon, 1899. Je crois qu'en général, on me voit, disons, un vieux poète aveugle, ça fait presque Milton ou Homère, et en plus sud-américain, alors ça me fait pittoresque, disons un peu mexicain ou colombien, et ça c'est une explication. Mais les gens sont tellement été bons envers moi, je ne crois pas savoir un seul ennemi. Il y a des ennemis de mes opinions, des ennemis personnels, non. Évidemment, à mon âge, on m'accepte. Je suis plutôt une superstition, une vague légende qu'un individu. Avoir découvert la littérature de Borges, c'est le fait capital de ma vie. Et sa mort, au fond, c'est le deuxième fait capital. Parce que, même si je ne le voyais pas souvent, dans les moments pénibles qu'on a tous dans la vie, je pensais, mais voilà, Borges est quelque part. Il est à Buenos Aires, au Japon, à Genève, en Islande. Il pense, il fait penser, il est en train de dire quelque chose. Et ça me consolait comme si sa présence était en train un peu de nous sauver de l'indignité qu'on ressent tous les jours. Il y a un petit poème de Borges qui n'est pas littérairement éblouissant, mais qui pour moi, ce sont des poèmes qui m'aident à vivre. Et c'est tout Borges, au fond. C'est tout l'esprit profond de ce grand inventeur des symboles littéraires. Ça s'appelle Le Juste. Il dit, celui qui cultive son jardin comme voulait Voltaire, celui qui rend grâce parce qu'il y a la musique, celui qui découvre avec plaisir une étymologie, deux employés qui dans un faubourg jouent une modeste partie d'échecs, les céramistes qui préméditent une couleur et une forme, les typographes qui composent avec soin cette page qui peut-être lui déplaît, celui qui caresse une bête endormie, un homme et une femme qui lissent le dernier tercet dans certains chants, celui qui justifie ou essaye de justifier le mal qu'on lui fait, celui qui rend grâce parce qu'il y a Stevenson, celui qui préfère que les autres aient raison, ces gens qui s'ignorent sont en train de sauver le monde. Pour moi, il y a dans ces poèmes l'union absolument indissoluble de l'éthique et de l'esthétique, de la beauté et de cette chose que les hommes ont inventée pour pouvoir se supporter mutuellement, qui est le sens moral. J'avais 12 ans au moment que j'ai rencontré pour la première fois à Borges. Et il était à ce moment-là professeur? Et à ce moment-là, je le connais dans une conférence qu'il a donnée, je ne me souviens pas où, et un ami de mon père m'a porté là. Et ça, c'est mes connaissances, la première fois que je l'ai vu. Et quelle impression donnait-il à ce moment-là? J'étais
très impressionnée parce qu'il a parlé de l'épique et de l'épopée. Et à cause de mon père, je suis très attirée à l'épopée. Mon père m'a parlé, quand j'étais tout petite, des histoires de sa famille, de la lutte féodale au Moyen-Âge au Japon. Et alors, j'étais ravie de découvrir une personne qui aime entendre si longtemps. Et pour moi, c'est parfait. Je l'ai rencontré, vous savez, c'était une très grande chance. J'avais 18 ans. Et le souvenir, c'est qu'il a passé le déjeuner en essayant de me convaincre qu'un poète argentin, un très grand poète finalement, je le reconnais maintenant, était très bon. Et je lui disais que non, que je n'aimais pas. Et il m'a récité pratiquement l'œuvre entière pour essayer de me convaincre. C'était le moment où, vous savez, il faisait des conférences à travers le pays, à travers l'Argentine, dans les villes, dans les petites villes des provinces. Et là, fidèle toujours à lui-même, il ne faisait pas de concessions. C'est-à-dire qu'il parlait de Swedenborg, du bouddhisme, du poète persan, de la littérature anglaise, de Dante. C'est-à-dire les thèmes qui l'ont intéressé toujours, toute sa vie. Les choses se sont éloignées de moi. Les choses définies sont devenues indéfinies. Et après ça, je vis au centre d'un grand brouillard lumineux. Je dirais, je ne suis pas trop sûr si ce brouillard était grisâtre ou bleuâtre, enfin, c'était tout comme, non? C'est si vague. Mais je ne suis jamais dans l'obscurité. Jamais. Même dans une chambre close, je vois toujours ce brouillard lumineux. Lumineux et vague, évidemment. Je ne vois pas de forme. Je peux voir des mouvements, des lumières. Les rayons, c'est les ombres, pour citer Hugo. Un point, c'est tout. Cet enfant était né myope, qui savait que son arrière-grand-père était mort aveugle, que sa grand-mère était morte aveugle, que son père devenait aveugle, qu'il est mort aveugle, que lui était condamné à la cécité. Mais il savait aussi que son destin était littéraire. Et il n'a jamais désarmé. Et il a été aveugle. Et il a continué jusqu'à la fin, jusqu'à ces derniers jours, à travailler, à chercher une étymologie, à écrire un poème, à écrire même un scénario de cinéma qu'on lui avait commandé sur Venise, à travailler pour l'édition de la Pléiade. Je veux dire, il savait que, comme moi je crois, qu'il n'y a pas de libre arbitre, mais que c'est un devoir magnifique et très beau de croire que, de vivre comme si ça existait et de lutter. Je l'ai rencontré une fois, il y a 22 ans, à Buenos Aires, et déjà il ne voyait presque plus. Alors, dans les dernières années, il a peu écrit. Il a composé un certain nombre de poèmes. Mais l'essentiel de son œuvre est antérieur aux années 60. Cela ne l'empêche pas d'être tout à fait actuel, parce que les thèmes qu'il nous propose, les thèmes qu'il touche, sont des thèmes tout à fait actuels. Bon, l'énigme policière, le labyrinthe, la science-fiction, toutes les hantises de la littérature fantastique, tous les problèmes de la communication avec sa transformation, cinéma, etc. Tout cela est au cœur de nos préoccupations. Il a commencé par la bibliothèque de son père, qui lui a été donnée depuis l'enfance, et sans préjugés, il s'est intéressé à tout. Et parfois, il tombait sur
la littérature chinoise, et parfois sur Dante, et parfois sur la littérature anglaise, surtout la littérature anglaise, ou la littérature française. Et après, il a fait ses études, son bac a été bachelier à Genève, il a appris l'allemand. Il a appris l'allemand pour pouvoir lire Heine, pour pouvoir lire Gottfried Keller, pour pouvoir lire Goethe. Eh bien, c'est comme ça qu'il a fait de la littérature à partir de la littérature comme aucun autre écrivain, sauf peut-être Montaigne. Dès le moment que j'ai commencé à voyager avec lui, après la mort de sa mère, alors il m'a porté ici ravie, parce qu'il dit, Maria, vous devez connaître le lieu où j'ai découvert dans ma jeunesse Virgile, l'Allemagne, l'amour, toutes ces choses. Et je serais vraiment heureuse de la faire connaître. Et c'était Genève. C'était Genève. Et qu'est-ce qu'il aimait dans Genève? Dans Genève, il aime dans Genève, je pense, les choses qu'il a exigées à soi-même. C'est l'idée qu'il a d'une ville très austère, très dépouillée, mais en même temps très élégante. Il est revenu à la ville de son enfance, bien sûr, et il est revenu à Genève comme mythe. Genève et la Suisse en général, pour lui, c'est l'utopie du pays dans lesquels les frontières, et en particulier les frontières culturelles, sont surmontées. Il s'exprimait parfaitement en français, par exemple, en anglais aussi, et il était capable de lire non seulement l'anglais, l'allemand, l'italien, mais un certain nombre de langues scandinaves, des langues anciennes, etc. Ceci est très important parce qu'il y a dans son œuvre des références multiples. Et lorsqu'on traduit en allemand un écrivain argentin et que l'on s'aperçoit qu'il connaît très bien la littérature allemande, eh bien, évidemment, si vous voulez, on est flatté dans sa fierté culturelle germanique. C'est la même chose lorsqu'on le traduit en anglais et qu'on s'aperçoit qu'il connaît très très bien la littérature anglaise. Et Borges, on peut dire, est l'écrivain par excellence de cette espèce de république d'esprit ouvert sur l'étranger. C'était un homme qui connaissait les villes, tout aveugle qu'il était, d'une autre façon que nous pouvons le connaître. Il pouvait me parler du Caire qu'il a connu en 82-83, comme d'une immense métropole où on sentait une force extraordinaire. Mais je veux dire, mais aujourd'hui, toutes les villes se ressemblent puisqu'il y a de la circulation. Mais dites non, par exemple, Paris est une ville nuancée, toujours nuancée. Et c'est vrai, je veux dire, il connaissait les villes différemment. Buenos Aires, son Buenos Aires à lui n'existe plus. C'était un Buenos Aires des maisons basses, des patios, avec un puits pour l'eau, avec une tortue au fond. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que yo. Il y a chez lui un côté qui est profondément argentin. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Borges a un sens du paysage très, très fort, du paysage urbain de Buenos Aires et du paysage de la campagne, de la Pampa. La Pampa est toujours présente chez lui, derrière ces gigantesques bibliothèques.
pense que le bonheur est difficile ou que la beauté n'est pas fréquente. Mais j'ai l'impression que les deux choses sont fréquentes. Bon, j'entends continuellement de très belles choses dites par les gens du peuple, par exemple. Et au bout d'une journée, il y a eu certainement des moments très heureux et d'autres, évidemment, pénibles. Mais je crois que le bonheur et la beauté sont des phénomènes, enfin, le mot est empelé, sont des faits du quotidien, qui arrivent continuellement. Une chose très belle, au fond très belle, très curieuse de lui, c'est qu'un jour, il y a 3-4 ans, à Paris, c'était en 82, nous parlions de ces Anglais de la fin du 19e siècle, comme William Morris ou Hopkins, c'est un grand poète, qui voulait effacer de la langue anglaise tout mot d'origine latine et ne garder que les mots d'origine anglo-saxonne. Et William Morris avait fait, me disait-il, une traduction de l'Odyssée avec des mots uniquement d'origine anglo-saxonne. Alors il commence à me réciter, il me récite pendant 5 minutes l'Odyssée de William Morris. Et à la fin, il me dit, vous ne trouvez pas que c'est d'une laideur épouvantable? Et je lui dis, mais si vous la trouvez si laide, pourquoi vous la savez par cœur? Il me dit, mais parce que en ce monde, la laideur est aussi mémorable que la beauté. Borges est fasciné par le génie, par tout ce qui est beau, évidemment. Mais il est fasciné aussi par tout ce qui est... Il est fasciné par ce qui est méprisé. Il est fasciné par celui dont on ne parle pas. Il est fasciné par la gloire, il est fasciné par l'obscurité aussi, et il est fasciné par le contraire de la gloire, qui est ce qu'il appelle l'infamie. Et c'est cela qui va l'amener, par exemple, à donner un tel rôle au personnage de Judas, dans la nouvelle qui se trouve dans Fiction, 3 versions de Judas. Judas qui est pour lui l'homme le plus détesté de l'histoire entière. Et cet homme le plus détesté de l'histoire entière, eh bien, ça ne suffit pas de le détester. Ce n'est pas une bonne solution. Il faut comprendre et il faut essayer de l'aimer. Et dans toutes les histoires dans tous les personnages qu'il rassemble dans son livre « Histoire universelle de l'infamie », eh bien, il cherche dans l'histoire de grandes canailles, mais il s'efforce de nous montrer en quoi ces canailles ont leur... Il cherche à faire sortir la grandeur, justement, qu'il y a chez ces canailles, et il s'efforce de nous les faire admirer et aimer au moins à certains égards. Quand il a publié Fiction, ce n'était pas son premier livre, mais son premier livre de nouvelles, c'était comme une bombe qui a explosé petitement en Amérique du Sud, et puis quand Caillois, dans les années 50, l'a traduit en France, ça a été une véritable bombe. C'est-à-dire, Etienne a écrit un article dans le Temps moderne pour dire Jorge Luis Borges, un homme à tuer pour sauver la République des lettres, parce que ce qu'il apportait, c'était une vision complètement différente. Lorsqu'on l'a lu, il est certain qu'on voit autrement et surtout on lit autrement. Autrement que quoi? Autrement qu'avant. On lit autrement parce que Borges c'est un grand critique. Il a parlé beaucoup des livres des autres et il a inventé beaucoup de livres. Et son œuvre est pleine de livres imaginaires. Et la façon dont il parle de ces livres nous fait lire autrement la critique habituelle, parce que on se demande toujours... Une fois qu'on a lu Borges, on se demande toujours si le livre dont parle quelqu'un existe ou pas. Et donc, on fait attention, on se met à lire autrement la façon dont on parle des livres. Il y a chez Borges un côté parodique, presque partout.
Et il y a chez lui une parodie du savoir, il y a une parodie de l'université, et évidemment, on entend autrement certaines choses, on lit autrement certaines choses une fois qu'on a plongé dans ces textes. Il dit que si on signait aujourd'hui l'imitation de Christ de Thomas de Kempis par James Joyce ou Louis-Ferdinand Céline, on lirait ce livre avec toute une autre vision. Et que faire d'anachronisme, faire d'attribution erronée peut varier infiniment l'art de la lecture. Bon, c'était déjà un esprit complètement nouveau qui venait avec lui. C'était quelqu'un qui donnait l'impression d'avoir passé derrière les choses qu'il voulait expliquer et voulait pousser vers vous. C'était une autre vision, et puis une vision paradoxale. Il vous obligeait à voir les choses de nouveau. Il y avait une nouvelle qui s'appelle « 3 versions de Judas ». En 3 lignes, il change 2000 ans d'histoire. Il fait l'hypothèse que Jésus aurait pu être Alexandre de Macédoine, Ririk, le fondateur de la Russie, ou Jésus, mais qu'il choisit un destin en femme, que pour sauver l'humanité, il fut Judas et qu'il est damné en enfer par amour de l'humanité. Je trouve une idée extraordinaire. Je veux dire, il vous obligeait à penser, à repenser tout ce que 2 siècles, de générations vous ont appris. Et Borges est quelqu'un qui ouvre perpétuellement des corridors d'une culture à l'autre, ce qui fait que Borges a intéressé peu à peu de plus en plus de gens raffinés dans des cultures différentes. Est-ce que vous ne craignez pas, en parlant comme ça, d'effrayer un peu les gens qui n'ont pas une immense culture? Est-ce que Borges est un écrivain pour Happy Few? Borges, au début, était un écrivain sans aucun doute pour Happy Few. Stendhal, au XIXe siècle, écrivait pour les Happy Few. Les Happy Few se sont multipliés. Parce que, bien sûr, quand on dit Borges est un écrivain raffiné, eh bien, on peut croire, disons, des gens je dirais, de journalisme sommaire, peuvent croire que cela effraie les lecteurs. Mais il n'y a que les lecteurs, il n'y a que les gens qui ne sont même pas des lecteurs qui ne veulent pas être considérés comme raffinés. Le lecteur normal a envie d'être capable de comprendre ce qu'il n'est pas encore capable de comprendre. Donc, quand on dit d'un écrivain, il est pour raffiner, et si vous lisez cet écrivain, eh bien, vous allez montrer que vous êtes intelligent. Mais naturellement, peu à peu, les gens vont s'agglomérer. Les gens ont très envie qu'on les considère comme intelligents. Et quelle était l'idée qu'il avait de son œuvre dans l'intimité? Ça, je pense qu'il dit qu'il ne peut pas dans sa maison d'œuvres de lui, parce qu'il dit qu'il aime beaucoup et il estime beaucoup sa bibliothèque pour avoir son œuvre. Mais je pense qu'il doit sentir la perfection et la beauté de son œuvre. Mais il n'a jamais dit une chose comme ça. Et il n'a jamais relit son œuvre ou les choses qu'écrit sur lui les gens, parce qu'il dit que s'il fait toutes ces choses, alors il deviendra un prisonnier, et pour lui, sera impossible de continuer son œuvre. Alors c'est pour ça qu'il a toujours dit que sa meilleure œuvre est la dernière, pour couper toute discussion. Mais je pense qu'il était très modeste et que jamais j'ai senti à son côté qu'il se sent un génie, comme il vraiment l'était, une personne admirable. Mais en même temps, c'est admirable sa
humilité. Mais je suis tout à fait sûr d'être blotti, anéanti et, dans peu de temps, oublié. C'est la mort totale. Il y a un livre très beau de ce jour romain qui s'appelle Mort de quelqu'un. Alors, au premier chapitre, quelqu'un meurt. Puis après, il y a des gens qui parlent de lui. Puis, il y a certains tics, certaines habitudes de lui qui survivent. Puis, quand rien ne reste, alors il est mort. Mais c'est là, je crois qu'un siècle passé avant sa vraie mort. Oui. C'est un très beau livre, Mort de quelqu'un. C'est la mort, c'est posthume, vous comprenez? Oui. À la fin de sa vie, est-ce qu'il parlait de sa mort? Est-ce qu'il la pressentait? Non, je crois que... Non, il n'a même pas parlé de sa mort. Il aurait trouvé ça un manque de politesse. Je lui ai rendu visite à l'hôpital. J'étais 2 jours, le matin, l'après-midi avec lui. Il me parlait de littérature, comme toujours. Il me parlait, il faisait des blagues sur le goût de la nourriture. Il me donnait 2 ou 3 purées différentes. Il disait ça pourrait être de l'extrait de la soie, ça de l'extrait des marbres, ça de l'extrait des nuages, c'est plus délicat. Puis il me récitait un poème de Cocteau, par exemple, un poète qu'il avait, je crois que découvert tard. Mais il disait, Cocteau c'est curieux parce qu'il a des choses très, très médiocres chez lui. Mais écoutez ces poèmes. Et alors il me récitait les poèmes. Et cela 2 jours avant sa mort. Ah oui. Donc au fond, Borges, jusqu'à la fin, a vécu en écrivain. Ah oui, oui, ça c'est merveilleux. Parce qu'il écrit tous les jours. Et pour moi, je suis à son côté de mon enfance et j'apprends avec lui beaucoup de choses. Mais je pense que peut-être la chose la plus importante, c'est de me faire perdre le peur de la vie et de la mort. Je pense que ça, c'est une leçon magnifique pour moi. Et je ne l'oublierai pas jamais. C'est ça. Vous savez, c'est un homme qui n'abondait pas en confidence. Et je lui dis, Borges, vous savez que j'ai parlé avec le médecin, si vous voulez retourner à Buenos Aires, si vous voulez rester, si je peux faire quelque chose, quelques démarches, vous me dites ce que vous voulez. Il m'a dit, oh, vous savez, j'ai déjà choisi. Il n'a pas ajouté quelque chose. Mais ne me disant pas, oui, je veux retourner à Buenos Aires, j'ai compris. Et puis les médecins m'ont dit qu'il leur a dit à plusieurs reprises qu'il voulait rester, mourir à Genève. Ça a été magique un peu, tout a été magique après sa mort, parce que moi j'étais là et j'ai demandé à sa femme, à Maria, qu'est-ce qu'on fait, en fait, bon, il y avait, quand elle a décidé qu'évidemment, elle serait enterrée ici, je dis, mais est-ce qu'il n'y avait pas, lui qui connaissait si bien la ville, un cimetière, me dit, elle, oui, mais je ne connaissais pas les noms. Il m'a amené dans ce cimetière, c'était à la jonction de l'Arve du Rhône. J'ai demandé à des gens, et à la jonction de l'Arve du Rhône, bon, personne n'a su rien me dire. Et puis, le lendemain, de dimanche, l'un de ses médecins, son médecin, enfin, m'a téléphoné, m'a dit, je pensais qu'à Genève, il y a une sorte de cimetière panthéon qui est pour les Genevois illustres et aussi pour les grandes personnalités qui meurent à Genève. Et on pourrait faire une démarche auprès du ministère de la Culture. Cette démarche était faite. Or, les autorités nous ont invité Madame Borges à aller choisir l'emplacement. Et c'était justement le cimetière où il l'avait amené parce qu'il l'aimait. Alors elle choisit un emplacement à côté d'un arbre qui est un grand if. Et les autorités acceptent. Et puis nous restons là un moment. Et on voit une toute petite tombe à une vingtaine de mètres. Et on demande qui est cette tombe. Et c'était la tombe de Calvin. Quand on pense qu'il
Il a été bachelier au lycée Jean Calvin. Enfin, il y avait des choses magiques. Mais vous savez, il transformait la réalité autour de lui. Il avait ce pouvoir.